Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa et merci de suivre votre matinale Business Matin. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Lodamas et nous allons parler d'un sujet très important. Restez avec nous, nous reviendrons tout à l'heure après ceci. Depuis quelques années, on entend parler de plus en plus de fonds souverains. L'occasion nous est donnée aujourd'hui dans cette émission d'aller plus en profondeur concernant cette question. Et pour ce faire, je le disais tantôt, nous sommes sur ce plateau avec M. Lodamas, notre consultant de tous les jours. Je rappelle que M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Bonjour Monsieur Lodamas. Bonjour Madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Nous également. Voilà, aujourd'hui je disais que nous allons parler d'un thème très important. Oui. Nous allons parler des fonds souverains. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner quelques définitions ou la définition de cette expression-là, on va dire. D'accord, de façon vraiment simplifiée, un fonds souverain est un fonds public, un fonds d'investissement public qui répond à 3 critères fondamentaux. Okay. Donc le premier critère, c'est que le fonds souverain est possédé ou est contrôlé par un État. C'est pourquoi on parle de fonds d'investissement public. Donc il est contrôlé par un État. Ensuite, le fonds souverain gère des actifs dans une logique de long terme. Okay. Donc ce ne sont pas des investissements sur 1 an, sur 2 ans, mais ces investissements courent sur une échéance un peu plus longue, c'est-à-dire au moins sur 3 ans. C'est pourquoi on parle de long terme. D'accord. Et le troisième facteur, c'est que leur politique d'investissement vise des objectifs bien précis. Ça peut être pour diversifier les activités au niveau de l'économie nationale, ça peut être pour préserver l'épargne nationale sur une longue période. Okay? Donc, en clair, les fonds d'investissement, quand on met en place un fonds d'investissement, c'est pour répondre, mais c'est pour atteindre des objectifs bien précis. Donc, voici en gros, de façon vraiment simplifiée, comment est-ce qu'on peut définir un fonds souverain. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu le fonctionnement? Dites-nous comment cela fonctionne. De façon très simple aussi, voilà, parce que c'est l'objectif de votre émission. L'État met en place une structure, l'État met la liquidité de l'argent à la disposition de cette structure-là. Et donc, cette structure, on fait une sorte de recrutement où on met ensemble certaines compétences. Donc, le fonds sera géré par des personnes, par des experts en la matière. Okay? Et donc, on leur assigne des objectifs bien précis. Et dans leur fonctionnement, ils cherchent à réaliser des investissements pour glaner des revenus. Et ces revenus-là seront encore utilisés par l'État pour financer le budget national ou bien pour réaliser également d'autres investissements. Donc, c'est une structure mise en place par l'État qui doit réaliser des investissements et les profits qui seront générés à travers ces investissements-là vont également servir à développer l'économie, à diversifier l'économie, à préserver l'épargne de cet État-là sur un long terme. Voilà. Voici un peu comment est-ce que le fonds d'investissement, le fonds souverain fonctionne. Je vais préciser également quelque chose. En fait, le fonds souverain est une forme de fonds d'investissement. Okay? Ce qui est beaucoup plus connu, ce sont les fonds d'investissement privés. Mais quand on parle de fonds d'investissement public, on fait allusion aux fonds souverains. Quand on parle de dette souveraine, on fait allusion à une dette qui est détenue par un État. Donc, le fonds souverain est un fonds d'investissement piloté par un État. Ok, c'est bien compris, Monsieur Lodamas. Monsieur Lodamas, quand on parle d'investissement, il y a forcément des ressources. Et d'où proviennent ces ressources-là? Alors, ces ressources proviennent de plusieurs horizons. Ces ressources-là peuvent provenir des excédents budgétaires, c'est-à-dire lorsqu'un État dresse le budget national et qu'au terme de la réalisation de ce budget, on constate un excédent budgétaire,
ces ressources-là peuvent donc être utilisées pour constituer un fonds souverain. D'accord. D'accord. Okay. On peut aussi parler des surplus fiscaux. C'est-à-dire lorsque l'État, par exemple, se dit qu'en cette année, le département fiscal, la direction des impôts, doit mobiliser au moins 800 milliards pour financer l'économie et qu'on se rend compte à la fin de l'année que la direction des impôts arrive à mobiliser au moins 1000 milliards, okay, il y a 200 milliards qui s'ajoutent là. Okay, donc cette marge peut être utilisée pour constituer un fonds pour pouvoir alimenter donc les activités du fonds souverain. Okay? Donc en termes de surplus fiscal, on peut, enfin les surplus fiscaux peuvent donc constituer des ressources au niveau du fonds souverain. Également en termes de produits de cession d'actifs, c'est-à-dire lorsque l'État se met par exemple à privatiser une société, les revenus qui sont obtenus peuvent être donc mis de côté pour pouvoir alimenter le fonds d'investissement. Autre ressource encore que nous pouvons évoquer, l'État peut faire des prélèvements sur les recettes qui sont glanées à partir de la commercialisation de certaines matières premières. Sur les recettes pétrolières, sur les recettes qui sont, j'ai envie de dire, les recettes qui sont liées aux ventes de l'or, du diamant, de certaines ressources minières. Donc l'État va prélever un certain taux, okay, au niveau de ces recettes-là et mettre ces prélèvements-là de côté pour alimenter donc, ce fonds souverain. Donc vous voyez, il y a plusieurs ressources donc, qui peuvent être mobilisées, mais l'objectif, comme je le disais, peut être très souvent de diversifier l'économie, de diversifier le PIB, et donc on essaie de voir où est-ce qu'on peut faire des prélèvements. Donc on constitue une certaine liquidité, on met cette liquidité-là à la disposition du fonds souverain, et ce fonds souverain-là donc est chargé de réaliser des investissements dans l'objectif d'atteindre, pour me répéter, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés au préalable à ce fonds. D'accord. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est un peu comme si l'État épargnait. Oui, c'est une forme d'épargne, mais c'est surtout une forme de diversification des ressources de l'État. Il y a par exemple des pays qui tirent l'essentiel de leurs ressources, par exemple du pétrole. Okay? Mais on peut se dire qu'à sur un long terme, il peut y avoir une pénurie de pétrole. Donc si on aboutit à ce scénario, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc en termes de planification, ces États-là prennent des dispositions pour éviter qu'on puisse se retrouver à une pénurie de ressources principales au niveau du pays. On peut déjà, à partir des ressources, des revenus obtenus, on peut diversifier donc nos activités de telle sorte que si l'État qui dépend fortement des recettes pétrolières, si les recettes pétrolières arrivent à tarir, l'épargne qui a été constituée donc peut servir à diversifier les activités de l'économie et à lever d'autres fonds à partir d'autres secteurs d'activité autres que le secteur d'activité principal. Exactement. Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer que par exemple en Arabie Saoudite, il y a un fonds souverain. En Guinée équatoriale, il y a un fonds souverain. En Chine, il y a un fonds souverain. En Angola, il y a un fonds souverain. Même à côté ici, au Ghana, il y a également un fonds souverain. Tout cela, donc, c'est dans l'objectif de diversifier les activités économiques de l'État. D'accord. Monsieur Lo, on va progresser. Oui. Dites-nous, quel est le poids des fonds souverains dans l'économie mondiale? Alors, au niveau de l'Afrique, on recense plus d'une dizaine de fonds souverains. À l'international, les dernières données statistiques font état d'au moins 75 fonds souverains et la capacité financière de l'ensemble de ces fonds souverains-là est évaluée à plus de 4 000 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'ils ont une forte capacité financière et les fonds souverains constituent donc une activité qui, comme vous l'aviez spécifié dans votre introduction, une activité qui commence à prendre de l'ampleur. D'accord. Ok, donc nous allons essayer de relever quelques avantages concernant les fonds souverains. D'accord. Il y a plusieurs avantages que nous pouvons mentionner. Le premier avantage, c'est que les fonds souverains, comme je le disais dans les commentaires précédents, permettent de diversifier les activités de l'État. D'accord. Ok, ça c'est un avantage important. Ensuite, lorsque les activités sont diversifiées, cela peut permettre aussi d'accroître les ressources nationales. Okay, les ressources nationales. Et si les ressources nationales sont accrues, on peut également mieux financer le budget national parce que les ressources sont accrues, les ressources fiscales sont accrues et donc
le budget donc peut... Parce qu'un budget s'équilibre en ressources et en emploi. Donc, quand il y a plus de ressources, on peut facilement faire face aux différentes dépenses qui ont été planifiées. Or, justement, le fonds souverain permet d'avoir plus de ressources. Okay. Donc, le budget national sera facilement financé. Et puis, si le fonds souverain initie des activités à forte rentabilité financière, le fonds souverain peut, par exemple, créer des entreprises, des sociétés d'État. Et donc, par ricochet, cela va permettre de générer de l'emploi dans le pays en question. Donc, en clair, un fonds souverain peut contribuer à réduire le taux de chômage en créant donc de nouveaux emplois. Et je parlais aussi de préserver l'épargne sur un long terme. Les activités donc, du fonds souverain peuvent permettre de préserver l'épargne nationale sur une longue période. Donc, de façon ramassée, voilà un peu quelques avantages que nous pouvons citer. Y a-t-il des risques? Oui, évidemment, il y a des risques parce que l'activité du fonds souverain, c'est de faire des investissements. Or, quand on parle d'investissement, c'est vrai qu'on veut gagner de l'argent, on veut réaliser des profits, mais il y a forcément un risque, ou bien des risques même à prendre en compte. Le premier risque, c'est que le fonds souverain, il y a l'État qui est derrière. Donc, il fonctionne un peu comme une entreprise publique. Or, par expérience, on se rend compte, surtout sous notre tropique, que tout ce qui est entreprise publique, tout ce qui est société d'État n'est pas forcément bien géré. Donc, il y a un risque de gaspillage des ressources qui sont mises à la disposition des dirigeants qui ont à charge de piloter ce fonds souverain. Donc, s'il y a une mauvaise gouvernance qui s'installe, le fonds souverain peut être mal géré et donc il y a un risque à ce niveau-là. Deuxième risque qu'on peut évoquer, c'est le risque de perte financière. Je parlais d'investissement. Quand on réalise un investissement, on peut réaliser des profits, mais également on peut réaliser des pertes. Si le secteur d'activité n'est pas rentable, si l'activité est mal gérée, si la réalité ne correspond pas aux prévisions d'antan, on peut sortir de l'investissement avec des pertes. Donc là aussi, il y a un risque que nous pouvons mentionner. Troisième point, c'est que lorsque le fonds souverain pénètre un secteur d'activité, parce que je le dis, je le rappelle, le fonds souverain, il y a l'État qui est derrière. Donc c'est une force, c'est un avantage concurrentiel. Et donc si vous, en tant que fonds souverain, sur la place du marché, vous êtes en concurrence avec d'autres sociétés, elles peuvent se retrouver défavorisées. Il peut y avoir une sorte de concurrence déloyale. Donc à ce niveau-là aussi, il faut faire très attention. Si vous êtes un fonds souverain et que vous opérez dans un secteur d'activité et que vous êtes en compétition avec d'autres entreprises et que vous avez avec vous tout l'appareil de l'État, alors que cet avantage-là n'est pas forcément mis à la disposition de vos concurrents, il peut y avoir donc une concurrence déloyale. Tout à fait. Maintenant, ça c'est plutôt au niveau international. On se rend compte que les fonds souverains sont utilisés comme des bras armés pour mener une sorte de guerre économique. C'est-à-dire un pays peut se servir de son fonds souverain pour aller contrôler l'économie d'un autre pays. Vous comprenez? Donc il va falloir faire très attention. Je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. Quels sont les fonds souverains qui interviennent ici en Côte d'Ivoire? Quels sont les secteurs d'activité qui sont pilotés par des fonds souverains de certains États? Je pense que la réflexion mérite d'être menée parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fonds souverain peut constituer un outil pour mener une sorte de guerre économique. Donc, il va falloir être très vigilant à ce niveau-là. Et le dernier élément que nous pouvons mentionner en termes de risque, c'est que on constate que cette activité n'est pas suffisamment régulée en fait. Il n'y a pas une autorité qui surveille, qui régule les activités des différents fonds souverains. Donc, il y a une sorte de vide juridique qui existe et il peut y avoir des dérapages dans le déroulement des activités de ces différents fonds souverains-là. Donc, voilà un peu quelques risques que nous pouvons évoquer. Relever. D'accord. Merci, M. Lodamas. Avant de terminer, un petit conseil pour nos téléspectateurs, pour tous ceux qui suivent cette émission-là. D'accord. Donc, en résumé, nous pouvons dire que les fonds souverains sont utiles au-delà de la tendance, au-delà de l'effet de mode qu'on peut peut-être observer. Nous pensons que les fonds souverains constituent des mécanismes intéressants pour sauvegarder l'épargne, pour pouvoir réaliser des investissements, pour pouvoir diversifier les activités au niveau de l'économie. Donc, nous pensons qu'ils sont utiles, mais en même temps, les fonds souverains doivent être gérés par des personnes compétentes.
Parce que si les personnes ne sont pas compétentes, si les personnes ne font pas preuve de bonne gouvernance, si elles ne sont pas conscientes, il y a le risque donc qu'on assiste à une sorte de gaspillage des ressources qui sont allouées à ces différents fonds. Il y aura des dérapages, comme vous avez dit. Voilà, donc il va falloir faire très attention au niveau du recrutement de ces personnes-là. Mais en même temps aussi, nous disons que le fonds souverain peut servir comme un outil de guerre économique. À travers le fonds souverain, certains pays peuvent contrôler l'économie d'autres pays. Donc il va falloir faire très attention lorsque des fonds souverains interviennent dans les différents pays. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire en termes de conclusion. Merci bien, M. Lodamas. Voilà, chers téléspectateurs, c'était M. Lodamas pour nous donner toutes ces informations. Nous avons été très heureuses de vous recevoir sur notre plateau, M. Lo. Merci. Et chers téléspectateurs, maintenant nous allons passer à notre deuxième et dernière rubrique, La Bonne Affaire. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau et cette fois-ci, nous sommes au dernier virage de cette émission. Nous sommes à la rubrique La Bonne Affaire. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous vous proposons une affaire qui va vraiment vous intéresser. Il s'agit d'un atelier de couture qui va vous permettre de réaliser plus de 8 millions de francs CFA de recettes. Cela est possible, chers téléspectateurs. Le projet de cette semaine, donc, nous emmènera à mettre en place un atelier de couture spécialisé dans la production de vêtements prêt-à-porter hommes. Nous allons d'abord identifier et estimer les besoins. Pour ouvrir notre atelier de couture de vêtements prêt-à-porter hommes, il faudra faire face à plusieurs types de dépenses, dont les principales sont la location et l'aménagement d'un local devant accueillir cette activité. Ensuite, l'équipement du local ainsi que l'achat de matériel de travail. Enfin, il faut mobiliser régulièrement la matière première pour faire le travail, sans oublier certaines dépenses immédiates telles que l'abonnement au réseau électrique d'eau. Voilà, nous avons subdivisé en 3 tableaux les dépenses et nous allons vous les donner avec plaisir, chers téléspectateurs. Le premier tableau prend en compte la location et l'aménagement d'un local. Nous avons pris un exemple d'un local qui coûte 30 000 francs CFA, 3 mois de caution, 3 mois d'avance et 1 mois d'agence, ce qui va vous coûter 110 000 francs CFA. Du local, peinture, décoration, etc. va vous coûter francs CFA. Bon, tu as des clients. 30 000 francs CFA que vous devez prévoir, chers téléspectateurs. Un catalogue qui va vous coûter 3 500 francs CFA. 2 grands tabourets pour le couturier et son apprenti, réserver la somme de 10 000 francs CFA. Ce qui vous donne un total de 353 500 francs CFA. Nous en arrivons au deuxième tableau qui présente l'achat de matériel et d'équipement de couture. Comme matériel et équipement de couture, vous aurez besoin d'une machine à coudre, bien évidemment, chers téléspectateurs, qui va vous coûter 50 000 francs CFA à peu près. Un fer à repasser, réserver la somme de 10 000 francs CFA. Des tables de coupe et des coupes, 20 000 francs CFA. Matériel de coupe, de mesure, etc. Des règles, des équerres. Prévoyez 25 000 francs CFA. Un cahier de mesure, prévoyez la somme de 2 000 francs CFA. Un miroir, 10 000 francs. Des paquets de cintre, 3 000 francs CFA. Un brasseur pour rendre votre salle d'attente plus agréable. Prévoyez la somme de 10 000 francs CFA. Ce qui vous donne un coût total de 134 000 francs CFA. Et nous en arrivons maintenant au dernier tableau, chers téléspectateurs, qui présente l'abonnement et divers frais. Pour l'abonnement, vous aurez besoin d'un abonnement CIE, un abonnement SODECI. Vous devez réserver, chers téléspectateurs, la somme de 65 000 francs CFA. Un petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs, pour avoir le total des dépenses. 66 000 francs CFA, 134 000 francs CFA et 353 500 francs CFA. Ce qui vous donne un coût total de 552 500 francs CFA pour mettre en place cette activité. Et vous aurez
à avoir réalisé, chers téléspectateurs, la somme de 8 millions de francs CFA comme recette. Voilà, n'est-ce pas un bon business, chers téléspectateurs? J'espère que vous allez vous y intéresser pour faire de très bons bénéfices. C'est ici que nous allons clore cette émission, chers téléspectateurs. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une agréable journée. D'ici là, portez-vous bien et suivez toujours Business 24 Africa.